Une nuit sans étoiles, un simple numéro a brisé le silence. À Ouagadougou, comme dans les quartiers oubliés, le 15 a commencé à s'afficher sur les téléphones, transformant des années d'attente résignées en espoir immédiat, là où une blessure ou une grossesse compliquée signifiait autrefois seulement la prière, la débrouille et souvent la perte silencieuse. En quelques semaines, ce service d'urgence gratuit a fait irruption dans le quotidien des familles, bousculant l'idée même de ce qu'un État pauvre peut offrir à ses citoyens. Alors, que signifie ce pari d'Ibrahim Traoré pour le Burkina Faso? Le déploiement du 15 ne repose pas seulement sur une prouesse logistique. Il porte une promesse claire, formulée presque comme un contrat moral entre l'État et chaque citoyen. La valeur centrale est simple, un accès vital garanti, une idée de 10 à 12 mots qui résonnent partout. Personne ne doit mourir, faute d'aide immédiate. Dans un pays marqué par l'insécurité, les évacuations impossibles et des décennies de services publics brisés, cette promesse rehausse brusquement les attentes. Les familles qui n'espéraient plus rien découvrent un État qui se manifeste dans leurs moments les plus vulnérables. Et cette présence modifie la manière dont elles évaluent la légitimité du pouvoir. Ce qui est en jeu dépasse donc la médecine. C'est la capacité d'un pays à prouver qu'il peut protéger, servir et réagir sans conditions préalables ni distinction entre zones urbaines et villages reculés. Et une question surgit, discrète mais insistante. Si cette réponse fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce que les Burkinabés exigeront demain d'un État qui a enfin commencé à tenir parole? La véritable rupture du système n'est apparue qu'après les premiers milliers d'appels traités. Le 15 ne servait pas seulement à envoyer des ambulances, il réorganisait en temps réel un pays où plus de 30% des structures de santé étaient autrefois non fonctionnelles ou partiellement actives. Et cette dynamique nouvelle révélait quelque chose d'inattendu. Quand la réponse d'urgence devient fiable, même des zones fragilisées par des années de violence se remettent à croire à la présence de l'État. Dans les mois qui ont précédé le lancement, les services d'urgence burkinabés n'étaient pas simplement sous-dimensionnés, ils étaient fragmentés, dépendant d'initiatives locales, souvent paralysées par l'insécurité et incapables de garantir des délais cohérents d'intervention. Les familles, confrontées à une crise respiratoire, une hémorragie ou un accident nocturne, devaient choisir entre attendre l'aube, affronter seuls des kilomètres de pistes ou négocier un transport privé dont le coût pouvait être fatal. Cette attente permanente avait fini par instaurer une norme. L'urgence n'était pas un droit, seulement un pari. Les femmes enceintes dépendaient de hasards logistiques. Les enfants étaient exposés à des complications évitables, et les habitants des zones rurales savaient que demander de l'aide signifiait trop souvent dépenser ce qu'ils n'avaient pas. C'est dans cette atmosphère de résignation que l'initiative portée par Ibrahim Traoré a commencé à remodeler les habitudes sociales. Le numéro unique, les centres de régulation médicale, les équipes préhospitalières et les ambulances équipées ont introduit une logique nouvelle, celle d'un État qui agit en premier et non après coup. La régulation téléphonique a permis de trier, d'orienter et de coordonner, réduisant les interventions inutiles et améliorant la vitesse des réponses critiques. En parallèle, l'interconnexion avec les pompiers, les centres de santé périphériques et, si nécessaire, les unités de sécurisation dans les zones sous menace a marqué une transition notable. Pour la première fois, les acteurs du secours opéraient dans un réseau cohérent plutôt qu'en silo. Ce n'est pas encore un système parfait, mais c'est un système qui fonctionne, et surtout un système qui change la manière dont les Burkinabés se représentent l'urgence, non plus comme une fatalité, mais comme une prise en charge possible. Pour comprendre comment le 15 a commencé à transformer la vie quotidienne, il suffit de suivre quelques trajectoires concrètes, celles qui rendent visibles des changements longtemps jugés impossibles pour les habitants les plus précaires. Dans les quartiers périphériques de Ouagadougou, les premiers bilans montrent que l'arrivée d'une ambulance en moins de 30 minutes n'est plus une anecdote spectaculaire, mais une option crédible que les familles intègrent progressivement dans leurs réflexes. Cette seule modification du délai suffit déjà à déplacer la frontière entre une urgence gérée et une tragédie annoncée, là où l'on se contentait autrefois d'attendre l'aube ou de prier. Un cas souvent cité par les équipes illustre cette bascule.
À Bobo-Dioulasso, une femme en travail compliqué a pu être stabilisée à domicile avant même son transfert, grâce à une équipe préhospitalière équipée d'oxygène, de matériel de perfusion et de protocoles clairs. Il y a peu, la même situation aurait impliqué un départ improvisé au milieu de la nuit sur une moto ou une camionnette surchargée, avec une famille partagée entre le coût du trajet, la peur de la route et l'incertitude à l'arrivée. Ces récits se répètent désormais dans des zones qui ne faisaient jamais la une, qu'il s'agisse de villages enclavés ou de quartiers pris en étau par l'insécurité. Ils signalent qu'un État longtemps perçu comme lointain peut, par un service ciblé, redevenir un acteur tangible dans les moments les plus critiques. L'urgence doit devenir un droit ordinaire, pas un privilège. Le basculement du 15 n'a pas commencé avec les sirènes, mais avec une série de décisions discrètes qui ont relié entre eux des services autrefois éparpillés. On a d'abord cartographié les ambulances disponibles, identifié les équipes encore opérationnelles, puis fixé une règle simple. Toute urgence médicale passe par un seul point d'entrée, le numéro 15, mémorisable même pour quelqu'un qui ne lit pas. Sur les radios locales et dans les grands carrefours, le message s'est répété jusqu'à devenir un réflexe. Cette phase de déclenchement a été moins spectaculaire que la mise en circulation des véhicules, mais elle a posé les rails. Sans régulation centralisée, le reste du système serait resté un décor fragile. Vient ensuite la montée vers le point haut, là où la réforme cesse d'être un projet technique pour devenir une expérience collective. Les premiers jours, les centres de régulation voient affluer des appels hésitants, parfois confus, révélant des années de méfiance et de résignation. Peu à peu, la qualité des informations s'améliore. Les opérateurs apprennent à poser les bonnes questions. Et les équipes préhospitalières s'habituent à intervenir dans des contextes difficiles, entre routes et zones sous tension sécuritaire. Chaque mission réussie modifie la perception du service. Et les quartiers qui n'avaient jamais vu d'ambulance publique comprennent que la promesse n'est pas qu'un slogan. Au cœur de cette séquence, le choix politique d'Ibrahim Traoré joue un rôle structurant. Consacrer des ressources rares à un dispositif gratuit, disponible 24 heures sur 24, revient à affirmer que la valeur d'un pouvoir se mesure à sa capacité à se rendre utile dans les minutes où une vie peut basculer. La mise en service du 15 n'a pas été accompagnée de cérémonies longues. Elle a été jugée sur des temps d'arrivée, sur des gestes concrets, sur le fait qu'une famille sans moyens voit malgré tout une équipe équipée franchir sa porte. Dans un environnement marqué par la défiance, cette visibilité pèse plus lourd que n'importe quel texte officiel. Cette dynamique produit aussi des frictions prévisibles, notamment tronque des structures locales habituées à fonctionner en autonomie ou à monnayer chaque transport. Là où l'ambulance était autrefois un service négocié, le passage à la gratuité bouscule des pratiques économiques installées et oblige à redéfinir les priorités, parfois contre des intérêts bien ancrés. Pourtant, à mesure que les résultats cliniques s'améliorent et que les familles racontent des sauvetages réussis, il devient plus difficile de contester l'utilité du système sans apparaître en décalage voit la réalité vécue. La pression sociale se retourne, non plus contre l'État absent, mais contre ceux qui freinent un service désormais perçu comme vital. Puis vient ce que l'on pourrait appeler une phase de réplique, où les effets se diffusent au-delà de la stricte urgence médicale. Dans les villages, les chefs communautaires intègrent le 15 dans leurs consignes en cas d'accident. Dans les zones urbaines populaires, les jeunes se transforment en relais d'information, expliquant comment décrire une situation, comment guider une ambulance, comment éviter que la panique ne fasse perdre de précieuses minutes. À mesure que le service se stabilise, une nouvelle norme sociale s'installe. On ne négocie plus d'abord un prix, on compose d'abord un numéro. Et cette inversion de réflexe résume déjà un déplacement profond des rapports entre l'État et ceux qui, hier encore, n'attendaient rien de lui. La transition la plus lisible s'observe dans le passage d'un système presque immobile à un dispositif capable de répondre dans des délais cohérents, un véritable mouvement qui part de la situation de départ pour aller jusqu'au changement visible que l'on peut mesurer à travers 3 indicateurs essentiels. Le premier concerne la disponibilité opérationnelle. Autrefois, plus de 30% des structures de santé étaient totalement ou partiellement inactives à cause de l'insécurité. Cette proportion signifiait qu'un accident banal pouvait devenir fatal faute d'interlocuteurs.
Aujourd'hui, la régulation centralisée redistribue les appels et réaffecte les ambulances, réduisant l'impact direct de ces zones silencieuses. Cette amélioration repose sur un principe simple: compenser l'absence locale par une capacité de réponse régionale mieux pilotée. Le deuxième indicateur relève du temps de stabilisation préhospitalier. Sans système organisé, les premières interventions critiques, oxygénation, perfusion, prise en charge des hémorragies, n'étaient souvent accessibles qu'après un long transport. La mise en service du 15 a inversé cette logique en envoyant des équipes dotées de matériel complet, adapté aux cas courants observés dans le pays. Ce changement transforme l'urgence en deux étapes: stabiliser d'abord, transporter ensuite. Et cette approche réduit les complications graves, car chaque minute gagnée diminue la cascade de détérioration clinique. Le troisième indicateur s'observe dans la capacité du système à fonctionner de manière homogène entre les centres urbains et les zones semi-rurales. À Ouagadougou comme à Bobo-Dioulasso, la centralisation des données permet de suivre les itinéraires, de repérer les retards inhabituels et de corriger les étirements de zones mal couvertes. Lorsque les équipes reçoivent des consignes précises via radio sécurisée, la cohérence d'ensemble augmente. La standardisation introduit une forme d'équité, et cette équité devient perceptible pour les familles qui peuvent enfin anticiper une réponse. Ces trois mesures ne prétendent pas décrire la totalité du système, mais elles révèlent une tendance: la prévisibilité progresse. Là où l'ancienne logique reposait sur l'improvisation et l'épuisement, le nouveau modèle organise les efforts en séquences lisibles. Le pays passe d'un dispositif passif à un dispositif réactif, soutenu par une architecture qui continue de se renforcer avec l'expérience. Cette montée en puissance ne vient pas seulement des ambulances, elle dépend du centre nerveux du système, la régulation médicale. Les opérateurs apprennent, se corrigent, comparent leur temps d'évaluation et réorientent les ressources en fonction de motifs récurrents. Le lien entre données et actions devient plus court, moins aléatoire, plus déterminé. Les équipes de terrain, de leur côté, prennent confiance. Elles travaillent avec des kits complets, suivent des protocoles clairs et savent que leurs décisions s'inscrivent dans une chaîne structurée. La répétition des interventions améliore la fluidité et cette fluidité renforce la confiance des communautés qui constatent la régularité du service. Cette dynamique quantitative, si elle reste encore fragile dans les zones les plus exposées, indique néanmoins que le pays a franchi un seuil. Un système qui répond, même imparfaitement, change davantage les attitudes qu'un système qui promet. Et l'attitude collective, déjà en mouvement, devient le premier carburant de la réforme. Lorsqu'on croit qu'une intervention peut arriver, on appelle plus tôt, on décrit mieux, on agit avec moins de panique. Deux lectures opposées émergent autour du 15 et de son expansion rapide. La première, défendue par certains observateurs extérieurs, avance que le système ne pourra pas durer. Selon eux, un pays confronté à l'insécurité, à des ressources financières limitées et à un personnel médical déjà sous pression ne peut maintenir indéfiniment un service d'urgence gratuit 24 heures sur 24. Ils craignent un épuisement rapide des équipes, une dégradation de la qualité ou un retour à des pratiques anciennes, où chaque intervention demandait compensation. Cette perspective s'appuie sur l'idée qu'un modèle aussi ambitieux doit nécessairement reposer sur un soutien extérieur massif pour survivre. La seconde lecture, portée par de nombreux acteurs locaux, affirme au contraire que la clé de viabilité réside dans la sobriété du modèle. Il rappelle que SAMU n'est pas un système calqué sur les standards coûteux des pays riches. C'est une structure adaptée à la réalité du Burkina Faso, appuyée sur des équipes formées pour des contextes spécifiques, sur des ambulances fonctionnelles plutôt que luxueuses, et sur une régulation qui distribue mieux les ressources existantes. Cette perspective estime que la centralisation des appels, combinée à la standardisation des protocoles, permet de faire plus avec peu, tant que les priorités restent claires et cohérentes. Entre ces deux positions, la réponse la plus solide vient des faits observés depuis le lancement. Les premiers mois montrent que la demande, loin d'être écrasante, se stabilise lorsque les populations comprennent comment utiliser le système. Les centres de régulation apprennent à filtrer, orienter et hiérarchiser, ce qui évite la saturation. Les équipes de terrain, mieux équipées et mieux coordonnées qu'auparavant, interviennent de manière plus efficace, ce qui réduit le temps passé sur chaque mission et améliore la disponibilité globale. Et surtout,
Contrairement aux craintes, la gratuité n'a pas généré un afflux incontrôlable, mais une utilisation plus rationnelle, car l'accès devient un droit clair plutôt qu'un service marchandé. Dans ce débat, l'avantage revient donc à l'argument soutenu par l'expérience. Un système cohérent, même modeste, peut tenir lorsqu'il est adapté à son environnement et qu'il répond à une attente sociale profonde. Un point bascule survient ici. Là où beaucoup s'attendaient à un ralentissement, le système a montré au contraire une capacité à s'étendre plus vite que prévu, révélant une transformation plus profonde que la seule mise en service d'ambulances. Les centres de régulation ont commencé à identifier des zones où les appels augmentaient, non pas par crise, mais par confiance retrouvée. Cette nouvelle dynamique a obligé les équipes à adapter leurs itinéraires, à créer des points de stationnement avancés et à renforcer la coordination dans les secteurs sensibles. C'est à ce stade que le rôle d'Ibrahim Traoré réapparaît sous un angle différent. Après avoir impulsé le lancement, il a soutenu la phase moins visible mais cruciale, stabiliser le service tout en ouvrant de nouveaux corridors d'intervention. Les mesures de formation accélérée, la redistribution du matériel et la standardisation des protocoles ont permis de maintenir un rythme soutenu sans provoquer de rupture. Ce midpoint révèle donc que le 15 n'est plus seulement un numéro, c'est un système qui apprend, s'ajuste et gagne en cohérence à mesure qu'il s'étend. Et cette montée en maturité crée une attente nouvelle chez les citoyens, une attente que l'État doit désormais assumer. Les effets du 15 se mesurent désormais dans la vie quotidienne, dans ces changements discrets mais profonds qui réorganisent la manière dont un pays affronte le risque. Les conséquences touchent 4 sphères: la vie des ménages, le domaine économique, la cohésion sociale et l'autonomie des communautés, puis l'ancrage institutionnel et géopolitique. S'agissant d'abord de la vie des ménages, pour les familles, l'arrivée du système a transformé la relation à la peur. Un enfant en détresse respiratoire n'entraîne plus automatiquement une nuit de panique improvisée. Les femmes enceintes ne doivent plus réunir un groupe de voisins pour transporter quelqu'un à moto. Le simple fait de pouvoir appeler et recevoir une réponse crédible change la structure émotionnelle des foyers. L'urgence n'est plus synonyme de dette, mais de prise en charge. En évitant les transports dangereux, les familles réduisent également des blessures secondaires, longtemps invisibles dans les statistiques. L'accès sans conditions financières supprime la négociation du prix, autrefois traumatisante dans les quartiers pauvres. En ce qui concerne ensuite le domaine économique, la gratuité du service produit un effet immédiat. Les ménages ne s'endettent plus pour un transport médical. Les économies ainsi réalisées ne sont pas marginales. Elles modifient la capacité des familles à maintenir un minimum de stabilité. Les employeurs, en particulier dans les secteurs informels, constatent également une amélioration. Un incident qui autrefois clouait un travailleur plusieurs jours peut désormais être traité plus tôt, réduisant la perte de revenus. À l'échelle urbaine, la réduction des accidents mortels crée un environnement légèrement plus prévisible, ce qui améliore indirectement la productivité locale. Du point de vue de la cohésion sociale et de l'autonomie des communautés, l'un des effets les plus frappants est la manière dont la confiance publique change. Dans des quartiers où l'État n'apparaissait qu'à travers la police ou l'armée, voir une ambulance arriver pour sauver une vie réintroduit l'idée que les institutions peuvent aussi protéger. Les jeunes deviennent des relais d'information, apprennent à guider les équipes et développent un rapport plus coopératif avec le service public. Cette collaboration réduit les tensions, notamment dans les zones sensibles. Le système crée un langage commun. Quand une alerte survient, chacun sait comment réagir. Enfin, à l'échelle institutionnelle et géopolitique, au niveau macro, le 15 modifie la façon dont l'État burkinabé se présente à sa population et au monde. L'initiative, associée de près à la vision d'Ibrahim Traoré, devient un symbole de souveraineté fonctionnelle. Là où beaucoup prévoyaient un modèle fragile, le système démontre qu'une structure cohérente, même modeste, peut produire des résultats visibles. Cette réussite rebat les cartes dans les discussions régionales sur la capacité des États sahéliens à offrir des services sans dépendre d'aides conditionnelles. Les voisins observent et certains commencent à étudier la possibilité de modèles similaires. Ces 4 effets, combinés, montrent que le 15 n'est pas une simple infrastructure, c'est une reformulation des attentes publiques. Lorsque les citoyens constatent qu'une urgence peut être prise en charge, ils exigent davantage de l'État, et cette exigence devient un moteur de changement.
Dans les mois qui viennent, le 15 va se heurter à une question simple. Restera-t-il une réforme spectaculaire mais fragile ou deviendra-t-il un service banal parce qu'il fonctionne vraiment tous les jours? Pour éclairer cette zone d'incertitude sans prétendre prédire l'avenir, on peut tracer 3 scénarios sur 6 à 12 mois. Un scénario de base, un scénario optimiste et un scénario de repli. Ils ne sont pas des prophéties, mais des cadres pour réfléchir aux conditions qui feront tenir ou vaciller le système. Dans le scénario de base, l'élan actuel se stabilise. Les centres de régulation continuent à affiner leurs procédures. Les équipes consolident leurs réflexes et la maintenance des ambulances suit tant bien que mal. Les temps de réponse restent parfois longs dans les zones les plus exposées, mais la cohérence générale progresse. Le 15 devient un réflexe dans les grandes villes et un espoir crédible dans les zones semi-rurales, sans extension spectaculaire, mais sans recul brutal non plus. Dans le scénario optimiste, plusieurs leviers s'alignent. La formation accélérée produit de nouveaux opérateurs, la logistique s'améliore et des points d'attente avancés sont installés dans les secteurs jusqu'ici mal desservis. Les temps d'intervention se raccourcissent, les récits de vies sauvées se multiplient et le 15 s'impose comme symbole de souveraineté publique efficace. Dans cette configuration, l'État burkinabé gagne un capital de confiance rare et le modèle commence à inspirer d'autres pays de la région. Dans le pire scénario, des contraintes convergentes provoquent une usure prématurée, pression sécuritaire accrue, pannes répétées, départ de personnel clé. Les retards s'allongent, les appels non traités se banalisent et les familles reviennent aux solutions improvisées. Le service ne disparaît pas, mais il perd la régularité qui faisait sa force et devient un dispositif parmi d'autres, moins central, moins crédible. Face à ces 3 trajectoires possibles, une recommandation s'impose. Pensez en termes de conditions plutôt qu'en termes de destin. Ce ne sont pas les scénarios eux-mêmes qui décident, mais la capacité à protéger la régulation, la formation et la confiance acquise, même lorsque le contexte extérieur se durcit. Pour ceux qui observent le 15 de près, la meilleure boussole n'est pas la peur d'un effondrement ou l'euphorie d'un succès garanti, mais une vigilance froide sur quelques points de rupture, identifiés, revus régulièrement à la lumière de l'expérience. Ce que le 15 change réellement, c'est la manière dont différents groupes sociaux perçoivent l'urgence, le risque et la présence de l'État. Pour les familles vulnérables, chaque intervention devient une preuve que l'aide n'est plus réservée aux centres urbains. Les parents constatent qu'un appel suffit pour déclencher une chaîne d'action. Et cette certitude nouvelle réduit la panique qui accompagnait autrefois la moindre fièvre nocturne ou un accident domestique. La notion même de détresse se transforme. Elle n'est plus synonyme d'abandon. Pour les travailleurs du secteur informel, souvent dépendants de leur seule capacité à être présents quotidiennement, la baisse des complications évitables devient un avantage concret. Un incident traité plus tôt évite des jours de perte de revenus. Ce lien direct entre santé et stabilité économique est rarement mentionné, mais il est central pour ceux qui vivent au jour le jour. La continuité matérielle de leurs activités repose désormais en partie sur l'existence d'un service qui ne facture rien et qui arrive quand il est appelé. Pour les communautés rurales, longtemps convaincues qu'aucun service public ne franchirait leur piste dégradée, la surprise initiale s'est muée en prudente confiance. Certains chefs locaux ont commencé à intégrer le 15 dans leurs consignes en cas d'accident, un signe que la réforme n'est plus perçue comme un projet venu d'en haut, mais comme un outil utilisable. La possibilité d'obtenir une stabilisation sur place, même minimale, redonne un sentiment de contrôle face à des situations autrefois désespérées. Enfin, pour les jeunes, qui constituent l'un des groupes les plus nombreux et les plus critiques envers l'État, le 15 ouvre une brèche dans la méfiance. Ils deviennent souvent les premiers relais d'information, les premiers à expliquer comment décrire un incident ou guider une ambulance. Cette appropriation spontanée crée un rapport inédit entre institutions et population active. Ces effets montrent que le 15 n'est pas seulement une infrastructure médicale, mais un vecteur de transformation sociale qui touche chacun différemment, selon sa place dans le pays. Pour que le 15 franchisse un nouveau palier et devienne un service réellement installé dans la durée, il faut une feuille de route précise, fondée sur des étapes simples, mesurables et adaptées au contexte burkinabé. La première consiste à sécuriser la régulation, cœur du système.
Les centres doivent stabiliser leurs équipes, formaliser les protocoles et garantir que chaque opérateur dispose des mêmes outils d'évaluation. Le critère de mesure est clair, réduire le temps moyen entre l'appel et la décision d'envoi. Une baisse régulière signalerait une régulation plus fluide. La deuxième étape est de renforcer la maintenance, souvent point faible des services d'urgence, dans des contextes à ressources limitées. Il s'agit d'installer un calendrier strict d'entretien, de former des techniciens locaux et de constituer un stock minimal de pièces essentielles. L'indicateur principal serait le taux de disponibilité des ambulances. Plus il reste stable, plus le système respire. La troisième étape touche à la formation continue. Les équipes préhospitalières doivent mettre à jour leurs compétences à intervalles réguliers, notamment pour les protocoles obstétricaux, traumatiques et respiratoires. Un système de suivi trimestriel, fondé sur des évaluations rapides en situation simulée, permettrait de détecter les lacunes précoces. La quatrième étape concerne la coordination territoriale, indispensable dans un pays où certaines zones restent difficiles d'accès. L'enjeu est de consolider les points d'attente avancés, d'améliorer la transmission d'informations radio et de fluidifier la collaboration avec les centres de santé périphériques. Le succès se mesurerait à la réduction des écarts entre zones urbaines et semi-rurales. Enfin, la cinquième étape vise à institutionnaliser la confiance publique, capital fragile mais déterminant. Campagne locale, retour d'expérience et transparence minimale sur les résultats doivent maintenant maintenir l'adhésion. L'indicateur décisif sera la régularité des appels. Dans les zones historiquement méfiantes, signe que la population continue de croire au système. En combinant ces 5 leviers, le pays peut transformer un dispositif jeune en un service durable, capable de résister aux tensions et de consolider ses acquis. Revenir à ces scènes simples évoquées plus tôt, une porte qui s'ouvre au milieu de la nuit, une équipe préhospitalière qui installe de l'oxygène dans une maison en tôle, une femme enfin stabilisée avant d'être transportée, permet de mesurer la portée humaine du 15. Ces gestes, longtemps impossibles, sont devenus les nouveaux repères d'un pays qui réapprend à croire qu'une détresse n'a pas besoin de se conclure dans le silence. Les habitants de Bobo-Dioulasso ou des quartiers périphériques de Ouagadougou n'attendent plus seuls, et cette transformation, si discrète soit-elle, modifie la manière dont chacun imagine l'avenir. Dans cette transition, la marque d'Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement dans les discours, mais dans ces moments concrets où un destin bascule parce qu'une équipe arrive à temps. Les habitants le constatent sans qu'on ait besoin de l'expliquer. Le service public, quand il agit, relie les mondes qui semblaient y séparés depuis longtemps, les centres urbains et les villages, les jeunes et les anciens, ceux qui doutaient et ceux qui espéraient encore un peu. Et quand une équipe franchit une porte, quelque chose se répare. Le secours devient enfin une présence fiable. Ce que révèle le 15 dépasse largement le champ médical. Il montre qu'un service public, même construit dans un contexte fragile, peut devenir un point d'appui pour toute une société lorsqu'il répond à un besoin vital et immédiatement reconnaissable. Il rappelle aussi que la confiance collective se tisse à partir d'actions concrètes, répétées, visibles, sans effet d'annonce superflue. Les habitants le perçoivent déjà. Lorsqu'une ambulance franchit un portail, elle emporte avec elle bien plus qu'un brancard. Elle transporte l'idée qu'un pays peut tenir par la solidarité organisée. Dans les mois à venir, chacun aura un rôle à jouer dans la manière dont ce service évoluera. Les familles qui appellent trop tôt, les jeunes qui aident à orienter les équipes, les communautés qui diffusent les bonnes informations contribuent toutes, à leur échelle, à renforcer une dynamique qui ne demande qu'à mûrir. Alors, une question douce mais essentielle demeure. Comment chaque citoyen peut-il participer, même modestement, à faire vivre un service qui lui appartient désormais ?